les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cap. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 47e épisode de Hacking dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon pote Océ m'accompagnaccompagnera tout au long de cet épisode. Tu te rends compte que ça fait 47 fois que... Exactement, j'ai eu la même. Alors déjà, bonjour les auditeurs, bonjour les autrices, salut Jazz. Ouais, je me rends compte en fait que ça défile. Surtout qu'on fait plein d'hors-séries à côté, donc en final, je pense que tout cumulé, on doit s'approcher gentiment peut-être des... je sais pas, 60, 70 épisodes peut-être. Ouais, 70 épisodes ouais. peut-être, ouais, carrément. Ça passe, on a passé le cap des 2 ans, donc ça c'est cool. Non, ça fait plaisir. Franchement, c'est une belle aventure et puis et puis comme vous avez pu le voir dans les précédents épisodes, on passe par du bon, on passe par du moins bon. Ouais. Je repense à l'épisode avec Ganglang où j'ai un peu souffert. J'ai un peu fait l'acteur studio aussi où j'en ai rajouté un peu des caisses. Non, mais en même temps, c'est normal. Ouais. Oui, non, mais voilà. J'aime bien aussi quand t'as des films où je souffre un peu, j'aime bien un peu faire le con et puis ça change un peu d'ambiance. On fait ça un épisode sur 3, donc faut profiter de ce moment-là. Mais à côté de ça, on fait des vraies belles rencontres. J'espère vraiment, je le redis ici, parce qu'en fait, là, officiellement, c'est notre dernier épisode avant la pause. Oui. Donc voilà, on n'a pas de système de saison dans High Kick, parce que pas convaincu de l'intérêt, en fait. Je sais pas, il y en a qui aiment bien faire des saisons, nouvelles saisons. Non, mais surtout que, en fait, High Kick a toujours continué, même pendant les vacances, on fait pas vraiment pause. Alors, quand je dis pause, en fait, je m'explique pour les auditeurs. Nous, on fait une pause. Nous, on fait une pause. On a un gavet de matos qu'on a gardé sous le coude parce que, actualité oblige, on a dû décaler les High Kick dans tes films préf. Donc là, au moment où on enregistre, vous allez profiter quasiment tout l'été de High Kick dans tes films préf. Voire peut-être si on a le temps, parce que, au moment où on enregistre, je sais pas trop un petit peu comment va être mon agenda. On arrivera peut-être à caler des lives, on arrivera peut-être à caler des presque high kick comme on avait dit qu'on ferait. Donc voilà, donc il y a plein de petites choses qu'on réfléchit, on s'engage à rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du high kick dans tes films bref, qui auront pour certains peut-être un peu daté, parce que clairement il y en a certains qui ont été enregistrés il y a un moment, un peu à l'image d'un nostalgique. On essaie toujours, excuse-moi pour cette longue intro, de faire toujours ces épisodes-là, de les faire intemporels. Mais comme on a un invité qui parle un peu de son actu, forcément, des fois, ça peut être un peu décalé. Donc voilà. Oui, carrément. Notamment, moi, je sais que là, j'ai des épisodes qui sortiront cet été, qui ont été tournés en décembre. Ouais. Donc, forcément, voilà. Mais c'est cool parce que c'est des chouettes invités qu'on a reçus. Donc, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, on continue un petit peu sur cette lancée. Et c'est vrai que je sais pas ce que t'en penses, mais moi je prends un certain plaisir quand même à me dire que on fait un film par semaine. Alors quand on a du bonus qui se rattache au film, comme on a pu faire avec les balles perdues, on prolonge l'expérience dans la thématique du film qu'on a traité. Mais c'est vrai que d'être en hebdo comme ça, d'avoir ces films qui s'enchaînent, il y a un petit côté agréable quand même, je trouve, à réfléchir pour septembre. Je suis d'accord avec toi. C'était un truc que tu voulais lancer déjà depuis l'année dernière. Tu m'avais dit ce serait cool qu'on puisse faire ça. Et même l'année dernière, même plus parce qu'on a commencé en 2023. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que et moi je te disais une fois tous les 15 jours, ça peut être cool et tout ça. Et puis en fait, on est pris dans le jeu. C'est vrai qu'on se dit c'est trop bien de parler de films d'arts martiaux et de pouvoir en regarder et de pouvoir les commenter, d'enregistrer. Et donc à réfléchir. Mais c'est vrai que là ces derniers mois, parce que on l'a fait pendant je sais pas 2 mois peut-être, ça m'a bien plu. Voilà, après encore une fois, je cache pas que moi j'ai ma vie qui change aussi un petit peu. J'ai l'organisation, donc c'est vrai que de pouvoir se dire que une fois par mois, on se cale tous les deux pour faire 2 épisodes et après, on couple avec des high kick dans tes films bref. C'est un bon équilibre parce que ça te permet d'en enregistrer de ton côté. Moi, j'en enregistre de mon côté. Et c'est vrai que des fois, on l'a vu, des fois, c'est le petit bémol. Je me dis que des fois, d'être à 3 avec un invité, suivant l'invité, des fois, ça peut être un peu galère parce qu'on peut un peu se manger la priorité sur, comme on est
entre guillemets, on fait plus à l'instinct et on fait au feeling les les échanges et tout ça. Ouais, donc c'est vrai que des fois ça peut casser un peu la dynamique d'être à 3 et que des fois à 2 ça fonctionne des fois tout aussi bien quoi. Mais bon, bref. De toute façon, on verra bien comment à partir de septembre comment sont diffusés les épisodes. Ouais. Mais bon, en tout vous cas, aurez toujours des choses, ça c'est sûr. Ouais, carrément. On n'est pas prêt de s'arrêter. Carrément, surtout que fin août, le 30 août, chez nous, sort Karate Kid Legend. Ouais. Je dis ça. Qui le diffuse d'ailleurs chez nous? Sony. C'est Sony? Ouais. Ok. Voilà. Bon. C'est une petite intro. Voilà. Ouais. Totalement. C'est bien aussi des fois de faire de l'intro. Bah ouais, un des peu, petites intros, ouais, carrément. discuter. Et puis bah allez, je le refais. Comme ça, on y est. Si vous voulez nous retrouver, vous allez. Attends. Ah ouais. Oula, attendez. Vous allez sur. Sacralisons ce moment. Vas-y, je t'écoute. Ouais, vous allez sur YouTube. Vous avez la petite cloche. On a des lives, on a des épisodes qui sont en vidéo. Pour ceux qui écoutent le podcast en audio, vous pouvez nous retrouver sur YouTube et voir nos têtes. Avec un montage un peu exclusif parce qu'on met des petites images, on met des photos du film et autres. D'ailleurs, je te coupe, excuse-moi. Je pense qu'on commence à arriver à trouver le bon dosage de l'algo, enfin surtout de l'IA de YouTube. Où les dernières vidéos qu'on a sorties, on s'est pas fait striker parce que on met bande-annonce, la bande-annonce ça passe, on met des images du film. A priori, si on met des très très courts extraits de moins de 10 secondes, ça devrait passer, mais on n'a pas tenté le coup pour l'instant. Ouais. Et les photos, ça marche bien aussi, ça permet de figer un peu le moment. D'illustrer le propos. Ouais, c'est bien, ça marche bien, et pour l'instant, on n'est pas embêté par les droits, donc ça c'est cool. Mais c'est chiant, à gérer ce truc-là. Donc, vous pouvez retrouver les interviews que vous avez en podcast, vous les retrouvez en vidéo. Et puis, vous avez, bien sûr, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur les applications de podcast afin que l'on soit référencé. Ouais, et sur YouTube, présent sur toutes les plateformes, a priori. Voilà, présent sur toutes les plateformes, et puis surtout sur YouTube, le petit like ou le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On répond et ça nous fait vraiment plaisir de recevoir vos commentaires. Et puis on a un Discord aussi. Ouais, n'hésitez pas à nous recevoir, qui commence à être bien dynamique, les gens échangent entre eux, tout ça, ça fait cinéma et tout plaisir, ça, carrément. Cool. C'est très très plaisant. Ouais. Bon, avant de commencer cet épisode vampirique, très bien. Nous allons répéter un peu le concept de l'émission. On a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui a le seul mérite qu'on s'intéresse au film, bien évidemment au préalable. On vous parlera du film de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Mon cher Seb, aujourd'hui on va parler, alors je crois que c'est la première fois qu'on parle de comics. D'une adaptation, ouais, exactement. Une adaptation de comics. Non, donc on a eu Ken le Survivant qui est une adaptation manga. Ah oui, manga, oui, c'est vrai. Et non, on l'a pas fait, mais non, j'étais en train de penser au film de Scott Adkins, mais qu'on n'a pas encore traité. Ah, on n'a pas encore fait. Ouais, qui est aussi une adaptation. Man, exactement, ouais. On va parler de Blade de Stephen Norrington et tout de suite la bande-annonce. Ce soir, il s'éveille. Une race secrète, cachée ici, parmi nous. Avide de pouvoir. Nous devrions gouverner les humains. Que rien n'arrête. Le monde nous appartient, à nous, pas aux humains. Ils n'ont peur de rien. Si ce n'est... Ce soir, il y a plus dangereux que les vampires. C'est quoi? C'est moi. Il y a une guerre qui se déroule là dehors. Blade et moi, on en éliminera autant qu'on en trouvera. Mi-humain, mi-immortel. Je sais tout de toi. Tout, Blade. Il est le seul à détenir le pouvoir des deux mondes. Tu as toutes nos forces. Aucune de nos faiblesses. Quand le monde des vivants touche à sa fin, il est le seul à pouvoir inverser le cours des choses. Pour moi, tu n'es rien d'autre qu'un vampire mort de plus. Wesley Snipes, Stephen Dorff. Ils fabriquent les armes. Je les utilise. Blade.
Blade de Stephen Norrington qui est sorti en 1998. Alors mon petit Seb. Ça rajeunit pas. Hein. Allez, la petite question habituelle, le budget. Pour toi, combien a coûté Blade? Nous sommes en 98. Ouais, ça, pour moi c'est un petit budget. Ouais. Je dirais, allez, 20 millions 45 millions. Ah ouais, ok, d'accord. Il a coûté 45 millions, mais donc il en a remporté 70 aux États-Unis et 132 dans le monde entier. Ce qui est un joli succès. Ce qui est un super succès, on va en parler. Grâce à ce film-là, il y a eu plein de choses qui se sont déroulées juste après. Donc Blade, qui c'est? C'est un personnage créé en 1973 pour Marvel Comics et par deux personnes très connues dans le milieu. La première personne, c'est le scénariste Marv Wolfman. Donc lui, en fait, c'est un des créateurs de Deathstroke chez DC et de Bullseye chez Marvel. Et puis, il s'est associé à Jen Collan. Alors juste pour accrocher les wagons, parce que ça c'est bien de donner les noms, mais juste pour les auditeurs qui sont pas trop compatibles comics, Deathstroke qui est un des méchants emblématiques qu'on rattache souvent à Batman, mais pas que. Il est aussi il est confronté aussi à Green Arrow. Voilà, donc on l'a vu récemment dans sa dernière itération. Vous l'avez vu en adaptation. Je parle pour ceux que ça parle, la série Arrow de la CW. Et vous l'avez vu aussi dans le post-générique de la première version de Justice League. Oui, c'est vrai, qui est interprété par toujours du mal à dire son nom, mais qui est Joe Manganiello, qui est dans Magic Mike, voilà, le beau gosse de Magic Mike, entre autres. Et Bullseye, c'est le méchant de Daredevil. Voilà, exactement. On l'appelle la cible en français. Exactement. Qui était joué par Colin Farrell. Dans l'adaptation exactement. Et notamment, a priori, je l'ai pas vu, mais elle est dans la 3e saison de Daredevil. Il paraît. Voilà. Et dans la nouvelle saison, il y est aussi. Il fait une apparition, en tout cas. Oui. Et puis, il s'associe à Jen Collan, qui est dessinateur, qui a beaucoup travaillé chez Marvel Comics dans les années 60. Il a bossé sur des comics d'Iron Man, de Silver Surfer et de Doctor Strange. Et il s'est associé aussi à Marv Wolfman pour Daredevil. À la base, Blade, c'est un personnage secondaire du comics Tomb of Dracula. Et d'ailleurs, ça me fait rire ce titre-là, puisque ça va forcément avoir un lien avec, dans la saga Blade, dans Blade Trinity, puisqu'on va retrouver des personnages secondaires, notamment Hannibal King, qui était joué par Ryan Reynolds. Ouais. Et puis, Proto Deadpool. Proto Deadpool. Ouais. Voilà. Et puis, il y a Dracula. Ouais. Qui est interprété, et c'est là en fait où le jour on traitera parce que je pense que peut-être qu'on traitera Blade Trinity, je sais pas. Ouais, il y a de la bagarre dedans. Fight, voilà. Ou alors on fera une émission spéciale. Une émission spéciale pour les adaptations, tu vois. Il y a un peu de baston dans les adaptations. Donc mais là aussi il y a un petit couac par rapport à Blade Trinity, puisque le personnage de Dominic Purcell joue le rôle de Dracula, mais Drake il s'appelle. Ouais. Et dans Tomb of Dracula, il y a Frank Drake qui est une sorte de justicier qui est là pour vaincre Dracula. Mais bref, passons. Oui, après il est clairement nommé. Il a entre guillemets, c'est un peu son nickname, tu vois. Au lieu de l'appeler Dracula, on l'appelle Drake. Ouais, Drake. Voilà, mais c'est clairement dit que c'est Dracula en fait dans le film, quoi, clairement. Par contre, dans Tomb of Dracula, il y a un personnage secondaire qu'on retrouve dans Blade. Deacon Frost. Ah d'accord, ok. D'accord, ouais. Deacon Frost qui apparaît dans Tomb of Dracula et qui apparaît aussi dans Blade, et il a la même structure, c'est-à-dire que il tue en fait la maman de Blade, et Blade devient vampire à cause de lui. Ouais. Deacon Frost qui est donc interprété par Stephen Dorff. Qui est interprété par le jeune Stephen Dorff à l'époque. Oui. Totalement. Bon. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de Blade de 1998? Ouais, alors ça va être assez simple en fait. On suit le personnage de Blade, donc interprété par Wesley Snipes, qui joue un chasseur de vampires, donc qui est lui-même mi-homme, mi-vampire, qui est associé donc à Whistler, et qui tous les deux en fait, on va suivre en fait leur tribulation pour justement éradiquer la présence des vampires de la Terre. Et voilà, c'est assez basique
il y a plein de rebondissements. Clairement, si vous l'avez jamais vu, on va éviter de trop vous spoiler, même si c'est un scénario assez classique, mais il y a quelques petits rebondissements dans le film qui sont quand même assez sympathiques, je trouve. Enfin, moi, encore une fois, on le dira tout à l'heure, mais ça a été un revisionnage très très agréable. Je parlerai aussi un petit peu de l'impact que ça m'avait fait à l'époque, parce que clairement, ça a été un truc assez innovant, je trouve, pour l'époque. C'était un truc, on s'y attendait pas trop, et enfin voilà, bref, je garde mon avis pour tout à l'heure, mais voilà, en gros, voilà, c'est un peu ça. Et donc Blade va se retrouver et va être confronté à un de ses ennemis, qui va lui donner du fil à retordre en la personne donc de Deacon Frost, interprété par Stephen Dorff. Donc voilà. On pourrait parler aussi de l'arc de Karen Jensen, qui va se retrouver dans l'équipe malgré elle, parce qu'il va lui arriver des péripéties. Mais grosso modo, pour la faire simple, c'est Blade qui chasse des vampires et qui est lui-même à moitié vampire. Voilà, pour la faire simple. Non, mais t'as très bien résumé, c'est exactement ça. Hein, et pour un premier film, je trouvais que pour un Marvel, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on n'annonce pas vraiment que c'est un Marvel. Alors que maintenant, en fait, à partir de Black Trinity, on aura le titre, le logo Marvel. Alors, qui s'affiche. C'est marqué quand même que dans le. Mais c'est un peu. Oui, c'est pas le. Il y a pas la signature de cette signature Marvel. Voilà, l'espèce de la création du logo avec la petite musique qui va bien. Si on n'a pas le Peggy 13 qui s'affiche. Ouais, alors ça c'est bien par contre, parce que c'est, on le dira tout à l'heure, mais c'est assez violent quand même, c'est sanguinolent. Ce que je précise quand même, c'est les attributs de Blade. Il faut savoir que, pour donner un petit peu du contexte au personnage aussi, donc il est mi-homme mi-vampire, c'est-à-dire qu'il a tous les avantages d'être vampire, c'est-à-dire la puissance, la rapidité, mais il a pas tous les inconvénients entre guillemets, c'est-à-dire que il a pas quasiment tous les inconvénients, parce qu'il a la soif du sang, ça on y reviendra quand on parlera du film. C'est un enjeu quand même dans le film, mais par contre il craint pas la lumière, et surtout il n'est pas immortel, parce qu'il peut il vieillit normalement, c'est dit dès le départ. Et je place ça là parce que je trouve que c'est dommage avec le MCU pour l'instant le film est en stand-by, il se passe pas grand-chose et on entend que c'est reporté, que c'est annulé, machin, on entend tout. Mais tu vois, le relaunch de la série Blade en castant un nouvel acteur, je trouve ça un peu con et un peu dommage, parce que en partant du principe du postulat de départ qui est que ce Blade-là, on le voit, hein, ça a buzzé un peu sur les réseaux sociaux quand Wesley Snipes a repris son rôle dans le très mitigé Deadpool and Wolverine, que j'avais bien aimé, mais j'ai trouvé ça un peu lourd quand même. Enfin, honnêtement, en y repensant, c'était un peu lourdingue. Mais par contre, j'étais content de revoir Wesley Snipes dans ce film-là, et je me disais, purée, oui, si on part du principe que il vieillit normalement, il aurait clairement sa place en fait dans le MCU actuel. Tu le fais revenir, enfin tu trouves un prétexte à la con pour le faire revenir, et puis voilà. Puis aujourd'hui avec les CGI et les doublures et les cascadeurs, etc., t'as plus besoin de le faire se battre. Wesley Snipes, il se fait doubler, ou tu mets un peu de CGI. La preuve, regarde, je passe du coq à l'âne, mais on a toujours crié au scandale dans le Flash quand Michael Keaton a repris son rôle de Batman. Ouais. En vrai, ça passe très bien. Le film est assez cool, soit en plus, et puis le fait de retrouver Michael Keaton, moi j'étais content. Donc pour finir mon exposé, on aurait pu faire la même chose avec Wesley Snipes et le garder en tant qu'acteur incarnant Blade, en tout cas. Non, je suis totalement d'accord sur ça. Et moi, dans Deadpool versus Wolverine, ce que j'aime bien, c'est la fameuse réplique en disant il y a qu'un Blade. Ouais. Bah oui. Ça c'est voilà. C'est fort quand même. Ouais, voilà. Mais il y a des comment dire, il y a des rumeurs qui annoncent que Wesley Snipes pourrait revenir dans un Blade 4. Lui, c'est son souhait le plus cher, parce qu'il a détesté l'expérience du 3 et il veut l'effacer carrément de sa mémoire. Après le 3, il avait le boulard aussi. Hein, donc, oui, il avait le boulard et ça a été un peu compliqué, mais il veut vraiment faire un 4 pour conclure la saga, tu vois, vraiment dire voilà, j'ai terminé mon personnage de Blade, mais il veut vraiment faire ça. On verra ce que ça va donner. Surtout qu'il y a des grosses rumeurs. Bon là, tout va bon train, parce que il y a le fameux secrétoire qui est en préparation là. Ouais, et il y a des grosses rumeurs sur des gros retours de personnages. Donc déjà la Doomsday, il y a Gambit. Interprété par Channing Tatum. Oui. Donc je me dis que potentiellement s'il y a Channing Tatum qui joue dedans,
Voilà. Après, bon, je pense pas que Jennifer Garner reprendra son rôle d'Electra, puisque s'ils doivent le donner à quelqu'un, ils le donneront à Elodie Young, qui est castée dans la série Daredevil. Ouais. Mais pour le coup, ça peut je trouve que ces nouveaux films Marvel sont vraiment pas ouf, et que il y a 2-3 projets qui peuvent me titiller un peu la rétine. Et pour revenir sur le contexte très rapidement de cette période-là où on commençait à sortir des films issus de franchises, moi j'ai un peu de sympathie quand même pour ces films-là de cette époque-là. Pourquoi je te dis ça ? Parce que malheureusement les droits étaient morcelés, parce que tu avais une partie qui était chez Sony, d'autres dans d'autres maisons, d'autres qui étaient chez la Fox. Donc c'était un peu compliqué tout ça. Mais malgré tout, avant même qu'on ait tous tatoué avec les Avengers, moi j'ai beaucoup de sympathie. Bon, j'aime beaucoup la trilogie de Sam Raimi déjà. Tu vois, ça c'est le Spider-Man de Sam Raimi. J'aime bien le premier 4 Fantastiques, toi qui était sorti. Oui, le premier, ouais. Cool. J'aime beaucoup les 2 premiers X-Men. Et tu vois, il y a ce Blade qui vient là, ou que j'aime beaucoup le Blade, voilà, on va pas déflorer mon avis, mais je l'aime beaucoup ce Blade. Et c'est vrai que c'est une période où on sent que ça rentrait moins dans un stéréotype ancré par la maison Marvel, c'est-à-dire des films d'action, de l'humour, etc., et que ça pouvait se permettre aussi d'être un peu violent, un peu dark. Parce que c'est vrai que moi, à cette époque-là, ce film-là, moi je l'ai en 98, j'ai 13 ans, et je l'ai vu à sa sortie. C'est-à-dire que j'ai pas été le voir au cinéma, mais je l'ai loué en vidéoclub. Et derrière, je sais que ça m'avait fait une forte impression. À 13 ans, voir un film comme ça, c'était waouh, quoi. Moi, j'aime bien Punisher. Ok. Avec John Travolta. Il est de la même période, il est pas un peu plus ancien ? Ouais. Ok. Il est 2003 ou 2004. Ok. Et d'ailleurs, ce que j'avais adoré, c'est que Punisher joue dans Spider-Man 2. Thomas Jane en fait fait une apparition dans le rôle de Punisher et en caméo en fait c'est un Easter egg et au moment où Mary Jane donc quitte l'église et donc court vers Peter Parker, en fait elle bouscule pas mais elle passe devant quelqu'un et la personne se retourne et en fait c'est Thomas Jane dans le rôle de Punisher. Ok. Parce que en fait à la base l'idée était qu'il fasse un crossover Spider-Man Punisher et bon finalement ça s'est pas fait parce que le Punisher n'a pas fonctionné au cinéma. Qui aurait pu être techniquement hyper sympa parce qu'il y a pas mal d'histoires justement qui opposent les deux personnages et ça aurait pu être intéressant. Ouais. Et dis-toi pourquoi on a eu X-Men, comment ça se fait qu'on a eu après des films comme Daredevil, on a eu les 4 Fantastiques, on a eu, moi j'ai l'anecdote mais je vais te laisser en parler. C'est grâce à Blade puisqu'en fait juste avant en 97 les studios de cinéma ont essoré 3 échecs. Et c'est fou parce que j'ai regardé les dates et c'est tous en 1997, donc comme quoi c'était pas ouf. On a d'abord Batman et Robin. Ouais. Qui a été un échec, même s'il a eu le meilleur démarrage de la saga, ça a été un échec après. Alors il est rentable le film, faut le préciser. Il est rentable. Oui, c'est dans les attentes qu'avait la Warner, parce que c'est la Warner qui produisait le film. Ils avaient des attentes assez hautes. Et puis il y avait le cachet d'Arnold qui devait peser un peu, le cachet de George Clooney, tout ça. Enfin bref. Mais il a été payé $20 millions, je crois. C'est un malin. C'est un malin, le père Schwarzenegger. Mais ce que je veux dire là, c'est que il est rentable le film. Après, c'est un échec critique, c'est un échec parce qu'ils attendaient à faire beaucoup plus, mais ça va. Tu as Steel avec Shaquille O'Neal. Est-ce que tu te rappelles de Steel ? Ouais, j'ai pas osé aller le voir celui-là. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Non, ça a l'air. C'est un peu le Iron Man. Il y a eu une adaptation en jeu vidéo, je crois. Ouais, il y a eu une adaptation. J'ai l'impression que comme à chaque fois que Shaquille O'Neal faisait un film, il y avait l'adaptation en jeu vidéo. Tu te rappelles de Shazam, où il joue un génie et réalisé par Paul Michael Glaser, le Starsky de Starsky Hutch. C'est ouf. Hein. Ouais, et Paul Michael Glaser Running Man. Quoi ? Il a réalisé Running Man. Ouais. Avec Shorzy. Mais c'est pas à lui que je pensais en fait comme film. Je veux pas dire de bêtises, mais je confirme en même temps que je te parle parce que voilà, si. Ouais, vas-y. Ouais. Voilà, je confirme parce que j'avais un doute sur le truc. C'est lui qui a réalisé un des films doudou qui n'a rien à voir, qui est pas un film de baston, mais c'est une de mes rom-coms préférées. Me dis pas pourquoi, me dis pourquoi. C'est Le Feu sur la glace. J'adore cette rom-com. C'est une rom-com en fait, on suit l'histoire
Oui, parce que dans ce fan d'actionneur, il y a aussi un petit cœur tendre qui coule. Ouais. C'est un mec un ancien joueur de hockey à haut niveau qui se blesse et qui ne peut plus en fait faire de hockey parce qu'il peut plus avoir de choc à la tête. Je crois que c'est une histoire avec des chocs à la tête. Et il doit il devient patineur artistique. Ouais, exactement. Ah putain, je l'ai vu. Et donc c'est D.B. Sweeney qui joue le personnage de Doug et en face on a Kate qui est jouée par Moira Kelly. Et Moira Kelly, tu l'as vu dans quelque chose? Alors, j'ai le nom, la tête me dit quelque chose et le nom la mère de Lucas Scott. Exact. Voilà. Totalement. On a Terry O'Quinn aussi qui est dedans, le mec de Lost. Ouais, et c'est un film qui est super parce qu'en fait c'est ce genre de rom-com où ils s'entendent pas du tout au début et puis ils vont apprendre à se connaître et puis c'est un film, honnêtement j'ai arrêté de le regarder mais j'adore ce film. Bref, on a fait une petite digression mais voilà, j'aime beaucoup ce film. Non mais on va refaire une digression je pense parce que le troisième film dont je vais parler c'est Spawn qui est sorti en 97 et qui a été un échec. Michael J. White malheureusement dur adapté Spawn et qui sort en 2025 le prochain. En tout cas, il est en tournage actuellement. C'est King Spawn avec produit par Blumhouse et avec Jamie Foxx. Ah. Et ouais. Ça me vaut pas. Alors moi, je pensais que c'était une grosse bêtise. Et a priori, non. J'aime bien Jamie Foxx, mais je trouve qu'il fait des choix de films en ce moment un peu douteux et ça me dérange un peu, quoi. Mais bref, ok. Donc voilà. Pour parler un peu de Spawn et de la production du film, en fait, en gros, les New Line a prévu depuis 92 de faire Blade, pardon, ouais. De produire Blade. Et en fait, à la base, ils ont un acteur, LL Cool J. Le rappeur. Ouais, le rappeur. Et en fait, leur but, c'est de faire une parodie. Voilà. Ils se disent, les comics c'est cool, on va faire une parodie de Blade et on va mettre LL Cool J parce que bon, il a le vent en poupe. Et c'est quand, c'est au moment où David S. Goyer qui arrive et David S. Goyer qui va devenir le scénariste de Blade et après le réalisateur de Blade et puis aussi, je pense que Batman aussi, Dark Knight. David S. Goyer, il a un CV. Ouais. Oui, il a un CV, mais il a un CV de ouf. C'est lui aussi qui est derrière, qui est derrière le dernier Brandon Lee, hein. Oui, voilà, ouais. Accessoirement. Et donc pour le coup, en fait, David S. Goyer lui va dire, non, en fait, moi je veux pas une parodie, je veux faire un film vraiment sérieux. New Line n'y croit pas et lui il dit, si, regardez les comics, c'est sérieux. Moi je veux faire un truc vraiment sérieux et je veux rendre les vampires. En fait, j'en ai marre de voir des films de vampires qui parodiques, parce qu'il y en a eu plein. Il y a eu Buffy tueuse de vampires qui était sortie au cinéma. Bon après il y a Vampire, vous avez dit Vampire, qui est une comédie. Horrifique certes, mais une comédie. Et en fait, lui, il a dit non, je veux remettre le vampire au sein des cauchemars, quoi. Vraiment que ça foute la trouille. Et donc, il va bosser en fait sur ce film. Et en 96, en fait, ça va rentrer en production. Je me corrige parce que je vais me faire tomber dessus. Je t'ai persuadé qu'il était derrière The Crow. Quand je dis c'est le dernier, il fait le dernier. C'est Alex Proyas qui est. Ouais, c'est Alex Proyas. J'ai mélangé les deux. Mais par contre, il est bien sur un The Crow. Il est sur le 2. Il est sur La Cité des Anges, ouais. Ah, il est avec Vincent Perez. Avec Vincent Perez. Ouais. Autant pour moi, je me corrige en direct parce que sinon on va avoir la patrouille qui va nous tomber dessus. non, mais moi je pensais qu'il était au niveau du scénario David S. Goyer, mais. Mais je pensais, je t'ai persuadé, tu vois, mais pas du tout. Et pour le coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en 96, ça y est, ils mettent en place Blade, et il y a 3 acteurs qui sont dans la shortlist. Premier acteur, Laurence Fishburne. À cette époque-là, post-Matrix, ouais, ça peut se tenir, ok, ouais. Pré-Matrix, parce qu'on est en 96. Pré, non, je voulais dire pré, mais j'ai dit post. On a Denzel Washington. Pas mal. Ok, ouais, mais ça lui avait pas allé, je pense, le rôle. Non, mais okay. Tu te dis, waouh. Ouais. Et puis on a Wesley Snipes. Et en fait, Wesley Snipes, quand il est pris, il est hyper content. Et il veut à tout prix jouer le rôle de Blade. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il était derrière la production d'un film de super-héros qui a échoué. Parce qu'en fait, ça n'a jamais été monté dans les années 90. Ça s'est monté un peu plus tard. Il devait devenir Black Panther. Ah. Et donc, c'est pour ça que quand il a appris qu'il allait avoir Blade, il s'est mis tout de suite sur les starting blocks. Et pour le coup, quand il a été choisi, il a dit je produis aussi le film. Il était malin. On va parler rapidement du rôle de Deacon Frost, qui est le méchant du film, qui est interprété par Stephen Dorff.
Mais avant ça, tu vas rire. Vraiment? Franchement, on est en 96. Hein. D'accord. 96. Attention. 96, donc on est toujours dans la partie production, parce que le film sort en 98. Ouais, on est toujours dans la partie production. On va dire 96, 97 peut-être. Hein, mais on est toujours sur la partie production. À la base, alors il y en a un, ça m'étonne pas qu'ils aient pensé à cet acteur-là, parce qu'il avait une bonne tronche de méchant, et il avait déjà joué avec Wesley Snipes. En fait, à la base, ils avaient prévu Bruce Payne. Ah, ok, dans le de Deacon Frost. Oui, ok. Ah ouais, c'était pas mal dans le côté crédibilité, ouais, qu'on avait vu dans Passage à 57, du coup. Passage à 57, ouais, totalement. Ok, que j'ai revu il y a pas longtemps. Qui marche toujours aussi bien. En 95. Ouais. Puis après, bon, il s'est un peu perdu, mais oui. Ouais. Bah, il est déjà un peu en surjeu dans Passage à 57. Il était borderline. Ouais. Ils avaient prévu Mark Wahlberg aussi. Ah ouais, ok. Ouais, c'est jeune Mark Wahlberg, il était pas trop connu à l'époque, hein, il avait pas fait. Il était pas trop connu, bah il était chanteur à la base. Ouais. C'était surtout ça en fait. Mais les deux ont refusé. Et donc ils ont proposé un autre acteur. Ok. Jet Li. Ah ouais, là je mets un blanc, mais ouais, je vois pas trop là pourquoi. Bah, il était à la mode, mais ok. Bah non, il était pas à la mode surtout. Il avait rien fait encore. Ah ben non, parce que il avait rien fait. Le premier c'est Fatal 4 98. Et ouais, ce que j'allais dire, ouais. Baiser mortel après, ça arrive après. Non, c'est Jet Li en fait. Et Jet Li refuse. Ouais, je peux comprendre. Parce que on redonne encore le rôle à un asiatique, un méchant, un asiatique, et ouais. C'est un peu moyen. Ce qui est rigolo, c'est que ils y tenaient parce qu'ils ont quand même réussi à embaucher derrière Donnie Yen dans le 2, donc tu vois, c'est marrant. Et puis le truc plutôt, ce qui aurait été cool, c'est d'avoir l'affrontement Jet Li Wesley Snipes. Ouais. Deux pratiquants d'arts martiaux. Ça aurait pu être. Ouais, et puis, mais tu vois, ça veut rien dire parce qu'ils auraient eu l'opportunité de faire affronter Donnie Yen contre Wesley Snipes et ils l'ont pas fait en fait. Et ils l'ont pas fait, non. Et il y a un acteur qui a fait des pieds et des mains pour jouer le rôle de Deacon Frost et finalement il n'a pas été pris, c'est Skeet Ulrich. Ah oui, d'accord, le Scream. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Et ce qui est plutôt drôle, parce qu'en fait, du coup, c'est Stephen Dorff qui va être pris et ils ont la même VF. Voilà, c'est juste pour la petite anecdote. Ah, ok, d'accord. Ouais, mais Stephen Dorff, en fait, lui, il n'était pas très connu à l'époque. Il avait fait quelques films et notamment, il avait fait un film, L'équipé infernal en 94, avec un certain Michael Dudikoff. Tu vois. Comme quoi, et 98, il explose avec Blade, et après il enchaîne, il a une belle carrière après, jusqu'à Rider. Tu te rappelles de Rider? Ouais, j'ai jamais voulu le voir parce qu'en fait la jaquette me faisait pas rêver. Voir des mecs qui font avec du roller. un certain Bruce Payne dedans. Aussi, putain la vache. Ouais, voilà. Et là, je vais te sortir la carte Payment Entertainment. Oh. Tout de suite. On en a déjà parlé au dernier épisode, tu vas être obligé de le glisser tout le temps à chaque fois là, c'est obligé. Ah ben là il y a la carte Payment Entertainment et je vais te parler de la jeune femme du début. D'accord. Qui entraîne le jeune garçon dans la boîte de nuit. Oui, ok, c'est bon, ouais. Celle-là, cette jeune femme-là. Okay, ouais, d'accord, ouais, ok. Jeune femme. Ouais, c'est bon, je vois. Et ben c'est Tracy Lords. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu son nom au générique. Ouais. Exactement. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Qui est habitué, star du porno et aussi habitué de ce rôle-là lui va bien pour le coup. Oui, totalement, ouais. Enfin, totalement, ouais. Ouais. Et dernier truc, et alors là, tu vas péter un câble, mais je suis désolé, je suis obligé de faire de le lire. Alors, on ne va pas parler du caméo de Stan Lee parce que le caméo de Stan Lee a été coupé au montage. Oui, on ne le voit pas. Il devait jouer le rôle d'un policier, et ça a été coupé. Mais je vais parler de John Enos 3. Alors tu vas me dire, mais qui c'est ce mec? C'est le videur de la boîte de nuit. Ah putain, mais tu prends les troisième rôles quoi. Putain, tu vas loin. Tu vas loin. Attends, je vais loin parce que en fait le mec, c'est une gueule charismatique qui a joué dans pas mal de séries télé. Qui a joué notamment dans Melrose Place, dans Sex and the City. Il a joué aussi dans Fun Game. Ouais. Il a joué dans je crois que le pilote d'hélicoptère dans The Rock. Mais c'est pas le plus important. Et là, tu vas me dire, mais t'es un génie. Puisque le type a joué dans Pant Doom de Arkham Macho avec Ice-T. Et oui, tout est lié. Ah, dis-moi que je suis un génie. Dis-moi que je suis un génie. Ah là là. T'as réussi encore à replacer ça, si, quoi. Ouais. Purée. Alors, c'est quand même fou parce que là, on fait le casting, là.
Ouais. Et tu trouves quand même le moyen de nous citer tes 3e rôles, tes 4e rôles, là, sans nous parler de Christopherson. Ah non, mais parce que accessoirement. Non, mais bien sûr, parce que j'allais après en parler. Oui, non, mais c'est ça, bien sûr. Non, mais voilà. Et moi, j'en ai un que j'ai cité, je sais pas si tu le citeras, mais il y a Donald Logg aussi dedans, qui joue le sidekick du méchant de Deacon. Et ce mec-là, on le connaît bien parce que moi, dans les souvenirs que j'ai de lui, c'est après Blade, pour le coup, mais Parent à tout prix. C'est Parent à tout prix, évidemment. Ouais. C'est aussi quelques épisodes de Son of Anarchy. Ouais. Et t'as dit quoi, toi? J'ai pas entendu. Gotham aussi. Ouais, alors Gotham, exactement. Ouais, ce qui joue dans Gotham. Mais surtout, on l'a vu aussi dans Viking. Ah, j'ai pas vu. Il est dans la première saison de Viking, première ou deuxième saison de Viking. Donc voilà. Donc c'était rigolo de le voir dans un de ses premiers rôles, parce qu'avant je sais pas ce qu'il faisait avant, mais j'ai pas de souvenir de finalement. Je suis en train de regarder un petit peu sa filmo, mais j'ai pas le souvenir de les voir. Ouais, il a fait, il a bien tourné avant, mais c'est des films que je connais, mais je vois pas le rôle qu'il avait dedans en tout cas. Donc bref, mais ouais, en tout cas alors on va le dire, c'est un peu l'élément un peu faiblard du film, je trouve, son personnage. Voilà, je le dis, mais je trouve le personnage de Donald Logg. Oui, c'est un peu le running gag, quoi. Ouais, c'est le sidekick méchant comique, quoi, qui je trouve pas ouf. C'est le Rolf Schneider. non, pas à ce point-là non plus, parce qu'il est pas énervant, mais non, mais ouais. Ouais. Par contre, tu parlais de Christopherson, qui est un grand acteur de cinéma, Les Portes du Paradis notamment. Star is Born, il me semble aussi. Mais de 1900. Parce qu'il y a 3 adaptations. 3 ou 4, ouais, c'est ça, ouais. Je crois que c'est la 2e. Et pour le coup, ça fait bizarre parce que je crois que sa carrière était un peu vers le bas quand il a joué dans Blade. Ça l'a remonté en fait de jouer dans Blade. Et pour le coup, moi je l'aime beaucoup dans ce rôle de. C'est Whistler, c'est ça? Ouais, le rôle qu'on appelle ça, du sage qui. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, un peu du mec qui boite un peu, voilà. Mais qui est vraiment vraiment très cool, et notamment j'aimerais bien revoir les suites, parce que j'ai oublié comment il revenait dans les suites en fait. C'est un peu forcé, on va se le dire. Et on citera très rapidement aussi, parce que c'est quelqu'un qui est assez connu aussi, qu'on a vu. Il y a Udo Kier aussi qui joue un petit rôle. Udo Kier, ouais, totalement. Qui joue un petit rôle aussi dedans, donc voilà, c'est important, qui joue un des vampires qui va se faire trahir par Deacon. Donc, avant je vais te laisser parler sur l'arme à sabre pratiquée par Wesley Snipes. Je vais revenir après sur le remontage du film. Ouais. Parce qu'il y a un remontage, mais je vais te laisser parler parce que j'ai beaucoup parlé. Je vais te laisser parler. Non, mais il y a pas de souci. Après, on a bien échangé aussi, donc on était assez équilibré. Wesley Snipes, j'ai pas mal d'affinité avec lui, puisqu'on pratique le même art martial, puisqu'il est pratiquant de karaté Shotokan, et c'est vrai que ça se voit, parce je trouve qu'il a des coups de pied, c'est pas pour jeter des fleurs à mon art martial, mais il a des coups de pied assez propres. Quand il fait des coups de pied retournés, c'est typiquement des coups de pied de karaté Shotokan. Donc actuellement il est 5e dan de karaté. Je sais pas s'il continue à pratiquer, mais je trouve que, et c'est peut-être le grand regret de cet acteur-là, c'est que je trouve qu'il ne se bat pas assez dans ses films, parce qu'il a un art martial, je trouve, extrêmement propre. Quand c'est lui qui donne les coups de pied, les coups de poing, il est un peu doublé, on va en reparler dans le film, mais c'est vrai que là-dessus, voilà, il joue le personnage de Blade en étant un expert en maniement des armes, un expert en arts martiaux. Donc c'est vrai que de le voir faire ses pratiques de karaté, c'est vachement bien, parce ça se ressent en fait dans son attitude, dans ce qu'il dégage, qu'il pratique du karaté Shotokan. Je sais pas comment l'expliquer, le formaliser, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup son style, parce que c'est un style qui me parle. Et accessoirement, à côté, il est aussi pratiquant d'Apkido. On l'a vu, l'Apkido, c'est un art martial coréen, plutôt axé sur la self-défense, donc pas mal de clés, des choses comme ça, qui s'apparente un petit peu à l'aïkido, mais version coréenne, pour faire un gros raccourci. Et en tout cas, ouais, je trouve que martialement, c'est un mec hyper intéressant, mais très frustrant aussi au passage, parce que on a cherché, on fait Blade aujourd'hui parce que c'est le film où il se bat le plus, mais en fait il y a tellement de films où il aurait pu faire
de la bagarre, mais à chaque fois c'est trop court. Tu vois, je pense Passage à 57 que j'ai revu, que j'ai trouvé chouette, mais les scènes sont beaucoup trop courtes. Money Train que j'ai revu il y a pas longtemps non plus, qui est super. Mais il se bat pas dans Money Train. Il y a un petit peu de bagarre, mais c'est très très light. Il y a le Un seul deviendra invincible, Undisputed 1, mais il est un peu plus vieux, il est plus axé boxe. Et moi, voir Wesley Snipes donner que des coups de poing, bah excuse-moi, ça m'embête quoi. Il y a Soleil Levant aussi, il se bat un tout petit peu, mais c'est pas non plus. C'est pas fou non plus. Dans Demolition Man aussi, il fait un peu de bagarre parce il revient reprogrammé en tant qu'expert en arts martiaux. Et c'est frustrant aussi. Je pense que Demolition Man, c'est peut-être le film où il se bat le plus. Eh ben écoute, ouais, mais oui, mais au final, pas tant que ça, tu vois. Donc bref, ouais, c'est assez frustrant parce que c'est un mec que j'aimerais plus voir, plus montrer, en tout cas son art martial, quoi. Écoute, moi je trouve qu'il était en avance sur son temps. Dans sa façon de se battre. Alors je sais pas, peut-être que voilà, je trouve qu'il a une façon de se battre. On en parlait dans Universal Soldier 2. On voyait un Michael J. White qui avait perfectionné son karaté. En fait, Wesley Snipes, je trouve qu'il était en avance sur son temps parce que son style de karaté, l'intensité qu'il mettait dans les coups, les acrobaties, on pouvait le retrouver après chez Scott Adkins ou Michael J. White, tu vois. Et je trouvais que par rapport à un Van Damme et autres, je crois qu'il était assez en avance et pour le coup, en fait, son art martial aurait été un peu gâché en fait face à des mecs comme ça. Ouais, après je pense qu'il a malheureusement, il a pas eu non plus, on va se le dire, il a pas eu les réals qui ont su le filmer comme il fallait. Donc ce qui fait que il était aussi, c'est un gars qui a joué sur plusieurs tableaux parce que il faisait films d'action, il faisait du drame. Ouais, mais je pense qu'il veut être, tu vois, c'est un mec qui a voulu être connu en premier lieu en tant qu'acteur et qui à côté de ça, il avait cette capacité de pouvoir être capable de savoir se battre parce que il avait tout ce passif à côté. Mais pas toujours bien filmé, pas toujours comme il faut, et c'est dommage. Donc, mais bref. Alors, il paraît que dans certains de ses films récents, il se bat un peu plus. On nous a. C'est ça le problème. De quoi ? Non, c'est pas ça. C'est que les films récents, parce qu'il faut dire que voilà. Je te coupe 2 secondes. On nous a recommandé dans les années 2000, là, tu sais. Donc, alors même L'Art de la guerre. Tu vois, je pense à L'Art de la guerre, là, qui est un film que j'ai revu aussi. Il n'y a pas tant de baston que ça. Il n'y a pas tant de baston que ça. J'aurais pu en parler. Non, qu'est-ce qu'on m'a recommandé l'autre jour ? Le jeu de la mort, enfin Game of Death, avec Gary Daniels. Exactement. Ouais. C'est celui-là qu'on nous a recommandé, qui est un DTV, et apparemment il y a un combat qui est plutôt correct. Tu vois, même son rôle dans Expendable 3, il est décevant. Bah oui, mais en plus il est doublé, voilà. Bref. Non, en fait, le problème avec Wesley Snipes, c'est que à un moment donné, il a une carrière un peu pourrie. Ce que malheureusement, Nicolas Cage, on lui en a pas tenu rigueur avec le fisc et tout ça. Wesley Snipes, on lui en a un peu tenu rigueur. Il est parti en Bulgarie-Roumanie, faire des films. Et là, il a fait toute une tête à chier de films où, pour le coup, il se battait. Mais c'était pas fou, et en fait ça lui a plombé sa carrière. Et en fait à un moment donné, quand il est allé en prison, il est revenu avec Expendables 3, on s'est dit c'est le retour de Wesley Snipes. Pas forcément, parce qu'en fait depuis il a fait Deadpool et puis c'est terminé. Enfin tu vois, il a pas fait non plus des mais je trouve que ça, franchement rôles, il a une filmo, je trouve. Wesley Snipes, ça serait intéressant un jour de s'intéresser à sa filmo dans un press kick, de faire un truc là-dessus. Je trouve que les années 90, il a une filmo qui est vraiment cool. Ah oui, non, mais il y a quelques trucs un peu nazes, mais globalement, purée, quand tu regardes sa filmo de... tu passes Blade, après c'est fini. Ah non, non, c'est pas vrai. Par contre, je suis pas d'accord. Non, il y a des trucs... le premier Blade, tu parles, toi ? Tu passes après le premier Blade. Ah non, il y a des trucs sympas quand même dans le après. Hein. Il y a déjà L'Art de la guerre, il passe encore très très bien. Hein. Ouais. Je l'ai revu, il passe bien. Il y a le Blade 2. Oui. Qui est dans les années 2000. Après tu sors de. Après il reste cantonné à Blade. Et après il y a le Undisputed 1 qui est très cool. Toi, il y a quelques DTV qui sont sympas, qui passent bien. C'est pas des. Attention, hein, c'est pas des chefs-d'œuvre, hein, mais dans le côté pur DTV et film d'action. Franchement, c'est cool. Mais c'est sûr que son prime, c'était dans les années 90. Oui, clairement. Totalement.
Le film, quand le film en fait est terminé, il dure 140 minutes. Il est monté en post-prod, enfin en production test, et c'est un désastre. Comment dire, les spectateurs qui sont présents à la production test disent que c'est une daube en fait. En gros, voilà, il est mal noté tout ça, et donc le film va partir en remontage et va partir en reshoot. Ok. Et pour le coup, c'est la scène finale qui va être impactée. En fait, techniquement, il y a en fait dans la scène finale, tu sais, il y a l'affrontement entre Deacon et Blade à l'épée. Et ben cette scène-là, dans le premier montage, n'existait pas. D'où le fait que les deux acteurs soient doublés. Ouais, parce qu'il est capable de manier l'épée. Hein. On le voit dans le film, c'est lui qui donne des coups d'épée. Mais je pense qu'à mon avis, il a dû être doublé pour des questions de timing et de temps, certainement. Totalement. Ok. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est pas présent énormément dans la scène, même pas trop, ou dans les plans près. Mais sinon c'est quelqu'un qui le double. Et donc en fait, à la base, de base, et là vous pouvez le retrouver dans le DVD ouais, tu t'es vachement documenté là-dessus, toi. Ouais. Alors pour info, moi je pose ça là, mais ça fait partie des entre guillemets des intégrales que je cherche. Alors je l'ai déjà croisé à plusieurs reprises, beaucoup en DVD, je l'ai aussi trouvé en Blu-ray, mais encore un peu cher pour passer la truc. Mais l'idée c'est que j'aimerais bien trouver le coffret Blu-ray des 3 films. Ouais. Peu importe l'édition, c'est juste histoire de les posséder parce que on va se le dire, il est pas dispo sur les plateformes, mis à part si vous payez Canal. Moi je l'ai revu grâce à Canal et c'est tout. Ouais, je t'avouerai que là l'édition que j'ai, je l'ai jamais revue par la suite. C'était une édition qui était sortie pour la sortie de Blade 2. Et donc en fait c'est énorme parce que t'as le premier Blade et t'as un disque bonus, c'est les bonus de Blade 2. Qui était au cinéma. D'accord. Donc, pour le coup, ouais, ils font la promotion un peu de Blade 2 et tout ça. Et donc, dans cette... et c'est David Desgoyer qui en parle, en disant que eux, leur projet... Tu sais que dans le film, on parle de la Magra. Oui. Qui est, soi-disant, le boss final. Et en fait, ils se sont dit, putain, on va faire la Magra. C'est-à-dire que, en gros, Deacon Frost va se transformer en la Magra. Et donc ils se sont dit, oh, ça va être hyper gore parce que en fait ils avaient prévu de faire un monstre ensanglanté et Blade allait l'affronter. Et en fait, au final, quand ils finissent le montage et les effets spéciaux, ça ressemble plus à comment dire, un chamallow Bibendum, enfin Bibendum chamallow. Enfin en gros, ouais, c'est une sorte de ah bah tiens, j'ai exactement le truc. C'est la Ooze de Ivan Ooze dans Power Rangers. Ah, voilà. Ok. Mais en sang. Et donc en fait, ça se balade dans la fameuse tour. En fait, il se balade et puis d'un seul coup, tu vois des interactions avec Deacon Frost qui sort et qui dit ouais salut Blade, t'as vu, je suis trop fort. Et du coup en fait Blade va être emmené dans les tourbillons et tout ça et les effets spéciaux sont dégueulasses au possible. Après mais c'est vraiment ce qui a été montré en projection de test hein. Et en fait ça ressemble à rien, le truc ne ressemble à rien, c'est un truc gélatineux rouge qui se balade et tu te dis mais ça fait même pas peur, c'est même pas gore, il y a rien du tout. Et en fait comment Blade arrive à tuer la Magra, en fait grâce à ces comment dire ces sérums là bleus qui les confectionne, il arrive à les sérums bleus qui lui permettent de satisfaire sa soif de sang. C'est ça. Et d'un seul coup en fait hop, il fait un salto, il jette tous les sérums et là tout explose et t'as Deacon Frost qui dit oh tu m'as eu tout ça. C'est un peu la fin aussi, la vraie fin. Oui, mais bon, pour le coup en fait les gens en fait apprécient beaucoup plus. C'est pour ça qu'ils ont enlevé la Magra. C'est qu'en fait les gens en production test ont dit ah non mais on préfère Stephen Dorff en fait en méchant. Et qui est vraiment un affrontement avec Blade. Et là, ils se sont dit, ah ok, d'accord. Ouais, ça tient la route, même si entre nous, on y reviendra dans la vie. Je trouve que la conclusion, alors la motivation du méchant, elle est pétée. Elle est pétée. Et la conclusion, elle est un peu en dessous tout le niveau du film qui nous a promis et qu'au final, la chute est pas
ce qu'on appelle la préparation tout paiement, là, comme c'est le terme que je cherche souvent, là, au final, on est un peu déçu, quoi. Mais après, le film se tient dans l'ensemble. Hein. Ouais. Elle est pétée et j'étais en train de chercher parce que le coordinateur de cascade, parce qu'il y a un super documentaire. En tout cas, il y a un beau documentaire sur le stunt coordinator, c'est Henry Kingi Jr. et qui parle vachement bien de Blade et sa façon quand ils ont commencé à dire bah voilà, on veut une scène de sabre. Il voulait surtout pas que les scènes de sabre en fait ressemblent à un film hongkongais. Ok. Voilà. Ça peut s'entendre. Et alors j'ai oublié, il fait référence à un film japonais, mais j'ai oublié le titre. Et pour le coup en fait, lui c'était son kiff. Et d'ailleurs dans le documentaire, c'est assez fou, c'est qu'il s'entraîne, lui, il s'entraîne avec le cascadeur de Wesley Snipes pour cette scène-là. Ok, d'accord. Et c'est énorme parce que ils font un affrontement, voilà, ils s'amusent avec l'épée. Et puis en fait, t'as un décor derrière, tu vois, une sorte de fond gris, et il fait pas gaffe et il explose le fond gris, tu vois. Donc et donc c'est la fin du documentaire. Mais et pour le coup, ouais, j'ai trouvé ça vachement bien. Et deuxième chose qu'il y a dans la projection test, il y a un personnage qui est rajouté. En fait, l'idée de base, c'était pas de faire une suite. En fait, okay. En gros, David S. Goyer n'aime pas les suites. Il dit, voilà, si le film n'est pas justifié, tu vois, il peut se conclure comme ça. Ouais. Mais ils ont voulu se faire un petit kiff. Et ils se sont dit, bon, si jamais le film cartonne, au moins on aura une suite, on aura un personnage et le méchant du 2, ils l'ont. Okay. Mais si ça marche pas, c'est pas grave. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que ils ont cherché un peu dans les comics, et David S. Goyer a dit, ah non mais attendez, il y a un personnage emblématique qui est ennemi de Blade, c'est Morbus. Et donc ils se sont dit, bah tiens, c'est un personnage commun aussi au lore de Spider-Man. Et bah et en fait tu vas comprendre ce qui s'est passé, c'est qu'en fait ils ont pas pu le mettre, en fait ils ont tourné la scène est disponible dans la scène alternative où tu vois en fait le réalisateur Stephen Norrington qui se déguise en Morbus, et en gros en fait la scène c'est que dès qu'il tue Deacon Frost, il revient avec du coup son love interest, on va dire du film, et il lui dit bah voilà qu'elle peut partir parce que maintenant lui il se sent super bien, voilà, qu'elle peut travailler sur le sérum et tout ça, mais pas pour lui, pour les gens, enfin voilà, vraiment il lui explique tout, et elle lui dit mais je crois qu'en fait ta guerre n'est pas finie parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Et lui il se retourne et là t'as Morbus qui est en haut d'un immeuble, et là il se dit c'est pas vrai. Il sort le katana et techniquement le film devait se terminer comme ça. C'est dommage parce que c'était ultra sexy sur le coup. Après je pense que ça aurait été compliqué parce que je pense qu'il y a un problème de droit après derrière certainement. Bah c'est pour ça qu'ils l'ont pas diffusé en fait lors du montage le montage final, ils ont pas mis Morbus parce qu'il y avait des soucis de droit en fait. Sony n'était pas contre, mais ils étaient un peu voilà, ils avaient pas encore sorti Spider-Man hein, quand ils ont sorti Blade, mais ils avaient idée de sortir Spider-Man et ils se sont dit bon c'est un peu dommage si vous mettez directement Morbus parce que nous on voudrait bien l'utiliser tout ça, et bon c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. En revanche David S. Goyer il a dit c'est pas grave, en tout cas on a de méchants pour le 2 et ça sera Morbus. Oups. Bah oui, parce qu'en fait quand David S. Goyer écrit le premier scénario de Blade 2 où il y a Morbus en méchant, et d'ailleurs il s'était mis d'accord avec Sony et Sony avait dit ok pas de souci parce qu'entre temps Spider-Man a cartonné tu vois. Mais et puis il y avait les X-Men et tout ça, enfin voilà, parce que je te dis bêtise, Spider-Man c'était 2002. Oui c'est après, ouais bien sûr. Ouais donc c'est après, donc en fait il y avait les X-Men et tout ça, et donc c'est pour ça que Sony a dit mais non il y a pas de souci, vous pouvez utiliser Morbus, et donc il écrit le personnage de Morbus. Et Guillermo del Toro dit non. Il va prendre autre chose. Et donc en fait il décide de choisir, bon voilà, c'est méchant,
méchants vampiriques, faire évoluer un peu le modèle du vampire vers d'autres cieux. Et en fait, ils abandonnent totalement l'idée de. Je le dis ici, moi, le 2, je l'ai revu un peu. Il faut que je le revoie, moi. Je l'ai revu un peu à la baisse. Ok. Même si le côté horrifique de Guillermo del Toro est très chouette, ça y a pas de souci avec ça. Mais par contre, je trouve que le scénar est moi j'ai moins kiffé. Je me suis un peu plus ennuyé en fait. Est-ce que tu peux me donner ton avis? Alors tiens, je rajoute juste un petit nom qui est au générique. Alors, il m'a semblé voir, mais j'étais en train de chercher l'info pendant que tu parlais. Il m'a semblé voir au générique que, mais c'est peut-être sur le 2 et le 3, parce que comme j'ai vu les 3 dans la même foulée, il me semblait que Wesley Snipes avait une implication dans les chorégraphies martiales. Ouais. Il me semblait avoir vu ça, sauf que je retrouve pas l'info. Donc voilà. Mais par contre, ce que je revois et que j'avais complètement zappé, c'est que à la coordination des cascades, on a un certain Jeff Imada. Je sais pas si tu te souviens de qui c'est. Non, alors vas-y, tu me dis parce que je me souviens pas. Jeff Imada, en fait, c'est un chorégraphe de cascade, c'est un cascadeur qui a beaucoup tourné. Notamment, il est sur, je vais citer des films qu'on connaît, tous les deux, et qu'on a vu, mais Angel Town. Il est cascadeur sur Angel Town. Ah oui, d'accord, ok, Olivier Gunner. Bien. Ok. C'est lui qui est aussi dans l'équipe de cascade d'un certain Roadhouse qu'on a même droppé. Il fait aussi les cascades d'un certain Tango et Cash que tu cites régulièrement. En tant que cascadeur, toi, Échec est mort, toi, je cite des noms. Ok, d'accord. Il fait la coordination des cascades de coup pour coup. Et je vais pas te citer tous ses films parce que c'est un mec qui a fait énormément de choses, mais par contre, il est aussi cascadeur sur sur 2 films qu'on a traités, que sont L'Arme Parfaite et Dans les Griffes du Dragon Rouge. D'accord, ok. Voilà. Donc, tu vois, c'est pour. Il a fait plein de films. Tu tapes Jeff Imada en tant que cascadeur, tu regardes tout ce qu'il a fait. Il a fait énormément de choses. Il y a un film que j'aimerais qu'on traite un de ces jours. Mais le problème, c'est que si on le traite, on n'aura plus grand-chose à se mettre sous la dent. C'est un certain film de Brandon Lee. Oui, Jeff Imada, mais maintenant j'ai vu Rapid Fire. L'Arme Fatale 4. Et non, il y a Rapid Fire, L'Arme Fatale 4 aussi. Oui, c'est bon, c'est bon. On pourrait faire une émission rien que sur lui. Ouais, et si, Double Dragon. Oui. C'est bon, c'est bon, tu l'as? C'est bon, tu sors juste sa filmo purement, comment dire, martial. Il y a plein de trucs, quoi. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, c'est un truc de fou. On pourrait faire une émission rien que sur lui. Donc, et rajoute 2 cascadeurs, dont un qui est présent à l'écran. C'est Simon Ray. Oui, il y a Simon Ray, je voulais le citer, oui, forcément. Je te l'ai dit en plus pendant le visuel, il y a Simon Ray dans le film. Et tu vas te foutre de moi, mais bon, il y a J.J. Perry. Oui, il y a J.J. Perry aussi, Voilà. Non, je me fous pas de toi. Au contraire, je trouve que c'est très bien que c'était J.J. Perry. Tu voulais mon avis? Oui, je veux bien ton avis. Écoute, déjà, moi, ce film-là, quand je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu plein de fois. J'ai arrêté le nombre de fois où je l'ai compté de le voir. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Première fois que je l'ai vu, c'est à sa sortie en vidéoclub. J'avais 13-14 ans. J'avais kiffé, j'avais pris une énorme claque et même limite, je me dis, waouh, c'est assez violent quand même, parce que l'introduction, elle est assez stressante quand t'as 13 ans, que t'as jamais vu trop ce genre de film. Et moi, je sais qu'à l'époque, ça m'avait ultra impressionné. Bon, entre-temps, j'ai grandi, je me suis forgé entre guillemets plutôt une cinéphilie, on va dire, pour parler simplement. Et donc là, je l'ai revu dernièrement, et je trouve que malgré les années, malgré le fait que c'est un film qui date de 1998 et qu'on est en 2025, j'ai toujours autant kiffé revoir ce film. Parce que je trouve que la scène d'intro, elle est culte. Toute la construction du film, elle est vachement bien. J'adore le rythme, j'adore les scènes de baston. J'aime beaucoup le rôle, l'interprétation, en tout cas, de Wesley Snipes, parce que je l'ai regardé en VO et je trouve qu'il est charismatique à souhait là-dedans. Enfin, il pue la classe là-dedans, ce film. Les petits regards du coin de l'œil, les petites phrases cultes, tout ça. Enfin, c'est vraiment super. Moi, j'ai adoré. Je trouve que niveau effets spéciaux, comme il est pas très riche, il y a pas tant d'effets spéciaux que ça. Et franchement, ça a pas trop mal vieilli, je trouve, à ce niveau-là. Je vais juste mettre un bémol. Pour moi, c'est la fin. La fin, c'est un gros bémol parce que et la motivation du grand méchant, qu'on commence à comprendre pourquoi il fait tout ça. Ça, on arrive sur le dernier tiers du film. J'ai trouvé que c'était
pas ouf au niveau de l'écriture. Pourtant Stephen Dorff est très bien, mais j'ai trouvé que voilà toute la scène de fin où on a tous les grands patriarches vampires qui sont là, qui se font désosser. Bon là c'est un peu dégueulasse en termes de CGI. Bon c'est de cette époque-là. Toute l'histoire, toute la motivation pour devenir un être encore plus puissant. Ouais, c'est un peu classique, mais en même temps, c'est un scénario de comics, donc on va pas. Ouais, voilà. non, mais... C'est les scénarios qu'on trouve dans les comics, et je trouve que le combat contre le grand méchant de fin est un peu foiré. Je préfère limite la scène de baston qui va amener au combat de fin, mais par contre, la technique ultime, enfin pas la technique ultime, le mouvement qu'il va faire pour achever le méchant. Et la phrase qu'il va mettre derrière, elle pue la classe. Voilà, c'est typiquement ce qu'on attendait. Il lui fait une fin, voilà, c'est une fatality comme on aime. Mais voilà, il y a cette petite fin qui est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre et de tout ce qu'on nous a mis dans le film, qui fait qu'au final, bon, on est un peu déçu. Mais après, je trouve qu'il est assez généreux en combat, même si je trouve qu'il y en aurait eu plus, j'aurais été content. Mais tout ce qu'on a nous montré est quand même plutôt cool. Et je te dis, moi, j'ai passé un super moment. Je trouve que la mise en place du lore est ultra maîtrisée, c'est-à-dire on pose le contexte, on t'explique que il y a deux mondes, il y a le monde des humains, le monde des vampires, que le monde des humains est pas forcément trop conscient de l'existence des vampires, que du coup quand Blade explique ça, il passe un peu pour un fou. D'ailleurs, je trouve que c'est un des ressorts du 3, que personne ne croit au fait qu'il y a des vampires et qu'on le prend pour un fou. Mais en tout cas, ouais, là-dedans, je trouve que c'est bien mis en place. J'aime beaucoup la backstory de Blade. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont vraiment intéressantes dans ce film-là, qui fait que c'est un film qui fait un petit peu moins de 2 heures de mémoire et qui, je trouve, est hyper bien rythmé, pas super bien. Je me suis pas ennuyé. J'ai vraiment kiffé la revoyure. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai revu. Ça faisait très très longtemps que je l'avais pas revu. Et il passe toujours bien. Alors moi, je serais un peu, moins dithyrambique sur les effets spéciaux parce que je trouve que je ne suis pas. Hein. Non, mais t'as dit que ça passait encore. Non, je t'ai dit que globalement tout le film est correct au niveau de ses effets visuels. Ouais. Je trouve que ça a vachement vieilli. Moi c'est la fin qui pique les yeux. La fin pique les yeux. La fin où t'as les squelettes fantômes qui sortent du corps des vampires. Ça c'est dégueulasse. La bouillie CGI quand il se prend les seringues. La scène du métro, je trouve que la scène du métro est quand même assez hard. La scène du métro. Alors après, quand tu vois la conception du truc, parce qu'en fait. Ça va, ouais. En fait, à la base, ils voulaient tourner dans une vraie station de métro. Ok. C'était le but, en fait. Et le problème, c'est qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils se sont dit, mais si on le fait avec des vrais métros et tout ça, ça va être compliqué. Et même, il y a un risque pour les acteurs et pour Wesley Snipes. Et j'adore, c'est qu'ils disent pour les acteurs et Wesley Snipes. Ouais, c'est la star. Et voilà. Et donc, du coup, c'était un risque. Et donc, ils ont créé, en fait, une station de métro. Ça a coûté un peu de pognon. Ouais, je comprends. C'est pour ça que le film, en fait, a coûté 45 millions. Le film a coûté 45 millions de dollars. C'est la station de métro, qui est énorme, avec le faux métro et tout ça. Sur, malheureusement, la scène de fin qui n'a pas pu se faire à la Magra, ils ont mis un peu de pognon dedans. Et bon, finalement, c'est l'argent foutu en l'air. Voilà, c'est l'argent foutu en l'air. Je trouve que ça passe encore parce que c'est un mélange dans cette scène-là, c'est un mélange du dur et un peu de CGI, ce qui fait que. Et puis après, moi, j'arrive à prendre un peu de recul, c'est-à-dire que des trucs où je me dis, ça passe, mais c'est 98 quoi. Oui, 98, après, il y a des trucs que je pense que voilà, pour l'époque, la scène de fin me pique plus les yeux que tout le reste du film, quoi, tu vois. Donc, oui. Voilà. Après, non, mais je suis d'accord avec toi sur la scène de fin. En fait, tu l'attends arriver en disant cet affrontement. Tu l'attends, tu vois. Moi, j'adore, c'est quand Wesley Snipes est libéré, donc il est prisonnier de cette sorte de plateforme, je sais pas, d'écraseur, je sais pas, qui lui pompe tout son sang. Ouais. Parce que les méchants ont besoin du sang de Blade. Ouais, c'est ça, ouais. Pour rappeler rapidement, mais pour être en fait les maîtres, hein, parce que du coup, grâce à son sang, du coup, ils vont pouvoir se balader en plein jour. Ils vont avoir tous les, parce qu'il faut dire que Blade, en fait, il a aucun défaut du vampire. Mis à part la soif. Mais pour le vampire, la soif du sang n'est pas un défaut. Donc oui, c'est ça, ouais. Oui. Et pour le coup, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis d'accord avec toi. Au moment où en fait, il arrive en disant Frost,
là tu te dis oh putain, Oui. ça va aller. Et c'est vrai que surtout la manière dont il fait il descend en fait d'un étage quoi, et il saute, il prend une pause, tout ça, c'est hyper iconique quoi. Non mais surtout que moi j'adore, c'est quand il affronte tous les sidekicks. Ouais. Et il les défonce. Et là tu te dis avec la musique et tout ça, tu te dis oh un peu électro. Ouais c'est ça. Et qui met les lunettes. Ah c'est là tu te dis oh. Non mais il pue la classe. C'est un gros point fort, c'est que ce film-là il y a plein de trucs iconiques quoi. Mais voilà, le moment où ils vont sortir le katana et ils vont se battre, tu te dis ah ouais, t'aurais préféré, enfin voilà, autre chose quoi, une autre fin. Et petit truc un peu, c'est que je trouve que c'est peut-être aussi des fois tu vois, je trouve que le 1 manque peut-être d'un réal avec une patte, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Le 2, tu vois, je trouve que la réal elle est franchement assez folle parce que c'est notre copain Guillermo del Toro, enfin non c'est pas notre pote mais c'est Guillermo del Toro qui est Guillermo del Toro qui est à la réal, même si je trouve que l'histoire m'a moins passionné. Et là tu vois je trouve que l'histoire est cool parce que c'est une origine, enfin on pose un peu l'origine de Blade et une mission de Blade, mais par contre je trouve que la réal est assez convenue, et c'est vrai que quand tu regardes ce qu'a fait le réalisateur derrière, il a pas fait grand chose et il a fait la Ligue des Gentlemen. Je peux pas dire que ça brille par sa réalisation. Non. et c'est vrai que c'est une réalisation qui bon c'est peut-être je sais pas, c'est pas ouf quoi. Donc bon, c'est. Tu sais, Stephen Norrington, je le confondais souvent avec Stephen Sommers. Oui, bah tu sais quoi, quand j'ai vu le réalisateur, je dis mais c'est le mec qui a fait Van Helsing. Ouais voilà, pareil. Et non, c'est pas lui. mais je suis d'accord avec toi. Après le film, il passe toujours aussi bien. Mais oui, il y a un côté nostalgique aussi. Ma boule. Il y a le côté nostalgique. Il y a ce Wesley Snipes qui a un charisme de ouf. Qui en fait, Wesley Snipes qui est censé Blade, c'est un gentil personnage, mais qui est censé faire peur aussi. Oui. Ouais, vraiment. Et ils ont bien trouvé l'acteur pour l'incarner. Je trouve qu'il a une classe folle avec son blouson de cuir, ses bottes en cuir, ses armes et tout ça. Cool, hein. Ouais. Oh là là, ce mec, c'est impressionnant. Même les gadgets, tu vois, le katana, quand tu le prends dans la main et que ça fait pas partie de l'ADN de Blade, ça t'explose de la main, tu vois, ça te la tranche. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui sont innovants et tu te dis même si ça te sert pas trop dans le scénario, tu fais putain, c'est génial, c'est bien pensé. Ouais. Et non, c'est un film qui est vachement bien. Le post-générique, je l'aime beaucoup. Enfin, c'est pas un post-générique. Alors, je sais pas si c'est un post-générique quand ça se passe en Russie. Ah oui. Ou c'est la scène juste après. Ouais. Oui, pardon. Je sais plus. Non, mais il me semble que la scène en Russie, c'est pas le début du 2. Non, c'est le. Putain, alors après, je sais pas. Tu vois, j'ai pas revu le 2. Mais en tout cas, à la fin du 1, tu as la scène en Russie. Et je crois que le 2 démarre par la scène en Russie. Ah d'accord, ok. Ouais, il me semble. Parce que t'as une post-générique. Il me semble qu'il y a un post-générique. Et après, ça se passe en Russie. Ouais. Et donc, du coup, tu te dis, on va revoir Blade. Parce qu'ils aimaient bien faire ça à une époque. Tu vois, c'est pas comme maintenant les Marvel qui vont te donner des post-génériques qui n'ont aucun sens. Là, celui-ci, tu te disais, il y avait un espoir. Si ça fonctionnait, il y avait un espoir. Donc, et puis c'est bien sanglant, non, il est bien sérieux et ça fout le stress. Tu vois, moi, je crois que c'est le film de super-héros qui m'a le plus fait stresser parce que les vampires me font peur. Oui, non, mais c'est vrai. Quand ils vont chez Whistler, ça fout la trouille. Ouais, et puis je trouve que encore une fois, il y a des vrais, bon après ils s'en serviront pas, ils vont un peu chier dessus dans le 2, mais il y a des vrais partis pris il y a des choix qui sont faits au niveau des scénarios, tu vois, qui sont assez iconiques, qui font que tu te dis c'est cool quand même, c'est cool, c'est chouette et puis ça renforce un peu la dramaturgie du film quoi, tu vois. Donc ouais, c'est une validation. Est-ce que tu veux qu'on passe à la scène qu'on a choisie? Et oui, parce que mine de rien, cet épisode est assez long. Donc, oui. Écoute, passons. On va passer à la scène. Passons à la scène qu'on a choisie. Hoya!
Il était bien celui-là. Tu m'as fait peur, hein. J'ai fait un saut en arrière. Je sais. Un truc de fou. Bon, mon cher Seb, on va parler de la scène emblématique du film, bien évidemment. Quand on parle de Blade, on pense forcément à cette scène-là. C'est la scène d'introduction dans la boîte de nuit. Ouais, j'adore. Elle est trop cool, cette scène. Elle est trop cool parce que, tu vois, on a dans tout podcast, là, depuis qu'on fait ce podcast-là, ouais. on a réussi à trouver des scènes de baston, des scènes qui pour nous sont assez cultes. On a réussi alors notre premier épisode, c'était un training montage. On l'a jamais refait parce qu'on n'est pas retombé sur un film qui mettait en avant un training montage suffisamment iconique pour ça. Et c'est vrai que pour Kickboxer, ça s'y prêtait bien. D'avoir le training montage, je trouvais que le training montage était plus fort que la scène de fin, avec du recul. Exact. Ouais, non mais. Et c'est vrai qu'on n'avait pas encore eu on a toujours des scènes qui viennent conclure un film, ou des fois en plein milieu, tu vois, et on n'a pas eu encore de scène d'ouverture qui viennent nous foutre une claque. Et je trouve que ce qui est très fort avec Blade, c'est sa scène d'ouverture, boîte de nuit, l'ambiance où ça dérape, t'as du sang qui coule par qu'on appelle ça les sprinklers, qui sert normalement à éteindre l'incendie. Bah là, c'est du sang qui coule. On sent cette pauvre victime qui est tombée dans un traquenard et ça va mal se passer. Et au même moment, la musique s'arrête et t'as un mec qui surgit dans la nuit. Et ce n'est pas Zorro. Si vous avez la ref du générique. Et il est là pour casser les bouches. Et là, c'est incroyable. Ouais, et puis ça, écoute, moi, je trouve en plus, en fait, ça monte en puissance petit à petit. C'est avant même l'intervention de Blade, hein. C'est-à-dire qu'il rentre dans truc, c'est une sorte de comment dire, je sais pas, comment on peut dire, c'est l'endroit où ils sont. Mais c'est une boîte de nuit. Ah oui, mais c'est une boîte de nuit, mais tu sais, avant d'arriver à la boîte de nuit, t'as un truc avec chez le boucher en fait, avec des animaux et tout ça. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, non, c'est en fait c'est un mec avec une nana avec qui il a eu son date. Un lieu réfrigéré, tu vois. Ouais, et elle l'emmène dans une espèce un peu une boîte de nuit, mais c'est un peu underground, quoi. Tu vois, c'est c'est ça. C'est un peu comme les bars cachés, tu sais. Là, elle l'emmène dans une boîte de nuit un peu cachée qui est dans une, ça ressemble à t'as raison, ça ressemble à un espèce de dépôt pour de la viande, ouais. Exactement, ouais. Ouais, voilà. Et donc, en fait, t'as déjà ce videur de boîte qui a une tronche qui fout un peu la trouille. Et puis d'un seul coup, il rentre et t'as la musique. Et alors déjà, tu te dis, putain, il y a un truc qui va pas parce qu'en fait, t'as un focus caméra sur un personnage, donc une femme blonde qui bouge mais de façon hyper rapide. Et là, tu te dis, oula, il y a un truc qui pue. Et puis petit à petit, la fille qui accompagne le pauvre gars en fait va partir. Lui, il va essayer de la retrouver et il va se faire rejeter. Et d'un seul coup, hop, il sent que des gouttes de sang. Et alors là, et je vais même te dire, c'est au moment où en fait tous les vampires sont recouverts de sang, ça fait super peur. Parce qu'ils ont des têtes de psychopathes. Ouais, et puis le montage en tout cas, l'image clignote vachement. Donc il y a un côté très épileptique dans cette scène-là, où tu te dis waouh, qu'est-ce que je suis en train de voir. Enfin en tout cas, la première fois quand tu vois ça, ça te met une claque. Et je trouve que c'est assez épique comme moment. Ouais. Et c'est vrai qu'après quand t'as Blade qui arrive, il est ultra iconisé. Parce que tu vois sa tenue, tu vois son attirail. Il a un katana, il a des Uzi. Un fusil à pompe. Fusil à pompe aussi, ouais. Et non, il a pas de Uzi, hein, c'est un fusil à pompe qu'il a, c'est ça. Non, en fait, si, il a un Uzi, en fait, il va récupérer un Uzi, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais il défouraille au fusil à pompe, il découpe, il fout des kicks, il fout des coups de poing, il se fait plaisir. Et en vrai, elle est ultra jouissive. Et c'est vrai que tu te dis, en fait, il tape tellement fort dès la première minute, que tu te dis niveau baston après c'est cool, mais moi j'ai pas réussi à m'enlever cette scène de la tête, et c'est pour ça que je t'ai dit elle est cool la scène quand il affronte les sbires, il est à mano to mano, ils se mettent sur la tronche, etc. Donc il arrive à la fin du film, mais cette scène là elle est tellement complète
en termes d'action, en termes de rythme, en termes de mise en scène. Je me dis non, c'est celle-là qu'il faut qu'on parle. Elle est vraiment archi cool cette scène quoi. C'est j'ai retrouvé le terme, c'est chambre froide. Chambre froide. Ok, d'accord. Voilà. Et en fait, même le gars, en fait, quand il reçoit tout le sang et tout ça, il panique. Et là, en fait, t'as les vampires qui commencent à l'agripper et tout ça. Et toi, tu stresses pour lui. Tu dis non, il faut pas qu'il joue avec lui. Mort, mec. Comme des chats qui jouent avec leur proie, tu sais. Là, ils sont pareils, tu vois. Ils sont en train de jouer avec lui, en train de le torturer, quoi. Et puis, il tombe par terre, il le lynche et tout ça. Et c'est vrai que Blade, c'est la délivrance. Ouais. Le mec il se dit putain c'est énorme, il est là, il sait même pas qui c'est tu vois au départ. Ah bah non. Mais Blade n'est pas là pour lui, il est là parce qu'il sait qu'il y a des vampires dans cette boîte de nuit et il est là pour les dézinguer quoi. Et c'est incroyable. Et alors aussi moi j'aime bien c'est au moment où tu sais il est dans une sorte de cercle, il se met il se colle au mur. Et avec comment dire cette arme-là, elle est classe, une sorte batarang ouais c'est une sorte de boomerang amélioré mais qui coupe des têtes, qui coupe des têtes. Je trouve qu'elle est énorme la scène. Elle est très bien. Ouais. Non c'est assez ouf et puis tu vois le truc partir, cut et après t'as tous les vampires qui disparaissent et je trouve que les morts de vampires sont très très cool. C'est les morts où ils disparaissent en poussière là et ça je trouve j'aime bien, on avait vu un peu ça dans c'est con mais dans Buffy, tu vois, c'est Buffy qui m'a habitué la rétine à voir les morts de vampires comme ça et il y a peut-être d'autres choses avant hein, mais en tout cas ma culture à moi c'est Buffy contre les vampires. Et de revoir ça dans Blade derrière, je trouve que c'est archi cool quoi. Puis t'as le Donald Logg qui se fait brûler à vif. Ah ouais. Et puis il est pas mort quoi, mais il prend tellement cher lui pendant tout le film, j'allais dire la série, mais pendant tout le film, il prend tellement cher. Donc voilà, mais en tout cas, cette scène-là, elle est vraiment trop cool et voilà, si vous avez juste envie de voir cette scène et elle marche toujours aussi bien de Blade, vous allez voir ça. Et même le pire c'est que si vous avez pas envie de voir Blade mais que vous avez juste envie de voir cette scène, ça va vous donner envie de revoir Blade. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, puis en vrai comme je te disais, moi j'ai revu la trilogie et globalement c'est une trilogie qui se tient bien dans l'ensemble. De les revoir les 3 d'affilée, tu vois, je les ai vraiment enchaînés et je trouve que ça, il faudrait que je le fasse. Ça se consomme très très bien. Je te dis même le 3 où j'avais gardé un très beau souvenir, au final il y a des trucs assez cool. Je trouve que Jessica Biel elle casse des culs dedans et elle est bien. Le personnage de Ryan Reynolds c'est un peu énervant mais il est pas aussi énervant que Deadpool. C'est avant Deadpool. Donc au final il est assez drôle. Et non je sais pas, il y a des trucs assez sympas aussi dans le 3 qui sont à sauver. Et... Après c'est plus les motivations et les motivations de Dracula qui sont un peu chelou. Il fait des choix bizarres. Il fait des choix sur des trucs et puis d'autres trucs il va pas le faire. Toi, je veux pas trop en dire parce que si les gens veulent le revoir. Donc je me dis, ouf, c'est un peu mal écrit quand même. mais il y a des trucs assez cool dedans quand même. C'est ça qui est bien. Mais il faudrait que je vais le revoir là, tu vois, le fait de voir le 1, ça m'a donné envie de revoir le 2 et de tu verras le 2, tu vas être déçu parce que moi je l'idéalise peut-être un peu trop le 2. Alors non, c'est pas ça. Donnie Yen, je voulais dire Donnie Yen a vraiment un rôle mais ultra minime. Comme il fait rien. Il fait 2 coups de pied. 2 coups de katana et terminado. Et c'est vraiment dommage. Bref, je te dis, les méchants, le lore des monstres mis en place par l'imaginaire de Guillermo del Toro est très très cool. Je trouve que l'histoire est... discutable. Pas ouf, en fait, pas ouf. C'est un acteur, l'acteur est connu qui joue le rôle du méchant, enfin le rôle du méchant. Le vampire qui boit le sang des vampires. Son nom m'échappe à l'instant T, mais c'est pas très très grave. Et si tu ouvres bien les yeux, au début du film, dans cette fameuse scène qui se passerait du coup en Russie, si mes souvenirs sont bons, on a un acteur cascadeur bien connu de Aiki dans ton podcast. Ok. Puisque c'est un acteur qu'on a vu dans les 2 Tiger Cage et dans Le Sens du Devoir 4, qui fait un petit caméo dans Blade 2. Okay. Et moi, je l'ai reconnu direct. Quand tu le vois dès le début du film, je dis, oh, bah tiens, t'es là, toi. Et ça s'explique puisqu'il y a Donnie Yen dans le film. Il y a 2 méchants. Enfin, je suis en train de voir le casting de Blade 2. T'as Norman Reedus. C'est pas lui. Alors là, t'as Thomas Kretschmann. tu spoil un petit peu parce que. Ah non, oui, je sais, c'est Luke Goss. C'est Luke Goss, le méchant. Luke Goss, ouais. Luke Goss qui est le Jason Statham Wish.
Ouais, c'est ça. Mais bon, après Norman Reedus, c'est un petit spoil. Hein. Quand t'as pas revu le film depuis un petit moment, bon, tu te doutes bien parce que le personnage est fait de telle manière, tu te dis ouf, lui il est louche. Mais bref. Donc voilà. Et il y a au casting, il y a Chris Christopherson. Donc je te laisserai voir et redécouvrir comment il est réintroduit. Ok. Un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est en gros ta gueule, c'est magique. Il y a juste un truc, c'est un Easter egg vraiment cool, mais en même temps c'est la New Line qui produit Blade, donc forcément ils vont diffuser dans le film un de leurs plus gros succès. En fait, chez Deacon Frost, dans la grosse soirée de Deacon Frost, il visionne Mortal Kombat. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit ça. Tu me l'avais dit. Voilà. Et j'ai été impressionné parce que je me suis dit, oh purée, mais c'est Mortal Kombat. C'était très drôle de voir que les vampires aimaient Mortal Kombat. Bah écoute, je crois qu'on a terminé avec ce gros épisode. Gros épisode finalement. Je pensais pas. Mais en même temps, mais en même temps, il y a plein de choses à dire. Ouais. Et puis c'était la première fois qu'on parlait de comics aussi, d'adaptation de comics. Ouais, il y a un petit point de détail que je voulais rajouter qui fait que pourquoi en fait sans dire de bêtises, mais c'est des choses que je veux sortir juste en conclusion, qui me viennent là comme ça. Peut-être que j'ai une grosse bêtise, mais j'avais gardé ça en mémoire de pourquoi est-ce que les personnages comme ça de la Marvel en comics ont été un peu dispatchés à droite à gauche, un chez la Fox. C'est que je crois qu'à ce moment-là, Marvel revendait les droits, la Marvel était en difficulté financière, était pas loin de la banqueroute. Donc c'est ce qui fait qu'il y a eu un peu ce côté ultra chaotique du fait que les personnages étaient dans plusieurs sociétés de production, soit Sony, que ce soit la Fox, que ce soit tout plein de maisons d'édition, j'allais dire, mais de maisons de production, de boîtes de prod. Et ce qui fait que ça a été un peu le bazar et qu'on n'a jamais eu les crossovers qu'on aurait aimé avoir. Maintenant ça va beaucoup mieux. Marvel, c'est devenu une cash machine, c'est Disney, donc ils sont en train de tout répatrier. C'est pour ça qu'on va avoir les 4 Fantastiques chez Marvel, on va avoir les X-Men, donc tout ça est en train de regrouper et on va avoir un joyeux bordel qui devrait normalement arriver prochainement sur nos écrans. On verra 2026, ce que ça donne. Doomsday, ouais. Ouais, moi j'ai un peu la sensation que la hype est passée. Donc alors la hype est passée certes, mais j'ai vu Thunderbolt. Tu m'as dit qui fait un flop apparemment. Qui fait un flop, mais c'est normal. Normal, pourquoi ? Parce que c'est des personnages qui sont pas connus, c'est pas des personnages de ouf, hein. Et puis les acteurs aussi dedans, hein. T'as Florence Pugh qui est Doctor Strange, c'est pas le personnage, c'est un gros personnage de Marvel. Oui, mais t'as Benedict Cumberbatch, tu vois, mais Doctor Strange c'était alors que Thunderbolt c'est des personnages qui apparaissent, les méchants apparaissent soit dans des films qui ont pas forcément marché, tu vois, un personnage de Ant-Man 2, ou c'est beaucoup des personnages qui apparaissent dans les séries télé, mais qui a vu les séries télé Disney+. Et puis aussi le personnage principal qui est interprété par Florence Pugh, elle a joué dans quoi ? Elle a joué dans Black Widow. Qui se souvient de Black Widow, le film ? Alors honnêtement, moi je l'ai oublié. Je l'ai bien aimé, hein. Ouais, moi je l'ai jamais vu, tu vois, mais je l'ai oublié, tu vois. Tu l'as jamais vu, mais tu l'as oublié. Non. Mais j'ai oublié l'existence du film en fait. Alors je crois qu'il y a un problème de droit avec ce film. Il est pas sur la plateforme Disney, me semble-t-il. Alors, il y a eu alors je sais pas, il y a eu un procès. Il y est peut-être maintenant, mais je sais que, mais en tout cas si tu le veux, moi je l'ai en Blu-ray, je peux te le prêter. Ah bah carrément. Mais moi je l'ai bien aimé, hein, franchement. Mais tu vois, moi j'avais oublié. J'en attendais rien et j'ai pas été déçu. Ouais, mais voilà. Donc c'est pour ça que le film ne fonctionne pas, mais je pense que là, les 4 Fantastiques ils vont arriver en force. Et j'ai un peu peur quand même du parti pris. Si. Bah écoute. Moi, je trouve que il y a Pedro Pascal, et à partir de là, je pense que Pedro Pascal va ramener Vanessa Kirby, tu peux y aller. Kirby, ouais. Moi, je signe, hein, voilà. Mais c'est juste que je sais pas comment est-ce qu'ils vont. Moi, ce qui me fait peur quand même, c'est pour dire, on fait une grosse digression de fin d'épisode, mais c'est je comprends pas trop le fait que ça se passe dans les années 60. Alors non, et puis c'est surtout que comment ils vont justifier la présence de Robert Downey Jr. en Doomsday, quoi. Tu vois, ça c'est ta gueule, c'est magique. En Docteur Doom, je dis Doomsday, c'est le personnage de Superman, pardon. Ouais, non, comment ils vont parce que le film s'appelle Doomsday, c'est pour ça. Ouais, voilà. Et comment est-ce qu'ils vont arriver à justifier son personnage alors qu'on le connaît en tant qu'Iron Man, quoi. Mais ta gueule, c'est magique. Tu vas voir que au final, il y a un frère jumeau maléfique. Non, alors moi je suis persuadé qu'ils vont mettre ça sur le compte de la timeline,
en disant que dans une autre timeline, c'est Victor Von Doom et qu'ils vont, je sais pas, raccrocher les wagons et ce sera pas lui vraiment Doom, quoi, tu vois. Dans le, peut-être, ouais. Je sais pas. Bon, on verra bien. De toute façon, voilà, on verra bien. Bref. Réponse en 2026. Eh ben, écoute, mon cher Seb. Et normalement, enfin, je lance un truc, mais pour terminer sur Blade et faire boucler la boucle, même s'il y a pas mal de choses, apparemment, alors même s'il sortira jamais cette année, mais si tu regardes tous les sites, le nouveau Blade était censé sortir cette année. Hein. Ouais, depuis 2016 quand même. Hein. Ils sont quand même forts. À mon avis, ça va être trop poussé, mais bon. Ouais, mais je crois que maintenant c'est annulé. T'as pas parlé non plus qu'il y avait une série télé Blade, non? C'est que t'as omis ça volontairement. J'ai omis oui, j'avais oublié. Oui, non, je mets pas une pièce. Mais non, t'inquiète, on n'en parle pas. Mais il y a une sorte de série Z qui s'appelle Vampire Assassin. Non, c'est bon, allez. Bon, voilà. Sur ce, messieurs, bonne journée, parce qu'on est en train de relancer le jazz sur Don Wilson, donc on arrête, on stoppe, on s'arrête. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est un film de Ciné Excel qui est fauché comme les blés. Oui. Vampire Assassin. L'acteur avec qui t'as parlé. Oui, voilà. Qui nous suit sur iKick. Voilà. Oui, le truc. Voilà, qui avait joué dans Vampire Assassin. Et en fait, quand tu vois le film, ça n'a rien à voir avec Blade, mais l'affiche du film, en tout cas quand il est sorti en DVD, c'était voilà. Un rip-off de Blade. Un peu sur la vague de Blade. C'est ça. Voilà. Bon, bah écoute, techniquement, à part si on se dit, tiens, on a vu un film, on va le faire. C'est les vacances, techniquement. Mais il y aura du contenu, on rappelle. Du contenu. Ah oui, vous inquiétez pas, il y a du contenu. Il y a du hiking dans tes films préf. Peut-être il y aura du presque hiking, peut-être il y aura du live. On sait pas encore. Mais voilà. Et on se retrouve quelque part au mois de septembre. Quelque part au mois de septembre. On n'a pas encore déterminé la date. On a le planning. Hein. On a le planning des films. Vous inquiétez pas. On a les films, c'est sûr. On a les films. On a les films. Ah ouais, d'accord. On a les films, mais on a les films, c'est sûr. On risque peut-être de changer parce qu'il y a peut-être des films qui vont popper en disant voilà. On peut changer. Et puis surtout que à partir de septembre, vous inquiétez pas, hein, c'est quel numéro ça? C'est 47e, hein. Ouais. Préparez-vous à 50e. Ouais. Voilà. Alors on n'a rien acté encore, mais on prépare des gros trucs, j'espère. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc affaire à suivre. Bon bah écoutez, on vous souhaite de jolies vacances. Ouais. Et puis prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous surtout, et on se retrouve très très bientôt. Et de toute façon, une chose est sûre, c'est que on se retrouve en septembre. Et on se retrouve aussi fin septembre pour Nanarland. Voilà. Oh, il paraît. Allez, ciao tout le monde. Salut. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.